Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Bienvenue dans ce journal du 31 mars 2022 dont voici les principaux titres. La pénurie du carburant persiste dans tout le pays. Certains pétroliers prédisent d'éventuelles hausses des prix pour s'adapter au prix du marché mondial. Et il s'observe aussi la carence de charbon dans la ville de Bujumbura. Elle serait liée au fait que les vélos ne sont plus autorisés à franchir certaines localités depuis la récente mesure du ministre de l'Intérieur. Et les demandeurs d'asile burundais dénoncent de mauvaises conditions de vie dans la zone de transit au camp des réfugiés de Kakuma, c'est au Kenya. Dans quelques instants, le développement de ce titre. Je vous le disais dans les titres, la pénurie du carburant persiste en mairie de Bujumbura et partout dans le pays. Malgré la récente hausse des prix, des sources proches du ministère de l'Énergie et des Mines parlent de la probabilité d'une nouvelle hausse. Le point avec Eric Nyonzima. La problématique de pénurie du carburant atteint un niveau où aucune autorité ne veut réagir, que ce soit le ministre en charge de la gestion du carburant, son porte-parole, ou même la direction générale du carburant, tous optent pour le silence. Mais cette pénurie ne cesse de s'étendre du jour au jour. À titre d'exemple, ce jeudi au centre-ville de Bujumbura, sur une quinzaine de stations-service fonctionnelles, c'est la station Kobile, située à l'ouest de l'ancien marché central, disposée de l'essence, et aucune ne servait du gasoil, malgré la récente hausse du carburant à raison de 300 francs par litre en fin du mois de janvier. Des sources proches du ministère en charge de la gestion du carburant indiquent que le prix à la pompe pourrait de nouveau grimper. L'une des raisons évoquées est que le prix du baril au marché international a aussi monté. La pénurie du carburant serait liée à la spéculation généralisée mise en œuvre par certains pétroliers. Les informations en provenance du personnel affecté à différentes stations-service révèlent que ces pétroliers simulent la carence de ce produit pour provoquer la hausse du prix. Éloge divin, Remèche. La pénurie du pétrole se fait observer depuis des mois dans différentes localités du Burundi. Toutefois, selon la population qui s'est confiée à la RPA, ce qui est fort étonnant est que ce produit ne manque jamais sur le marché noir et souvent en ciel ouvert à un prix exorbitant. La RPA s'est rendue sur différentes stations-service et a pu s'entretenir avec les pompistes. La plupart d'entre eux révèlent que le carburant est disponible dans les stocks, mais que les propriétaires auraient opté à le cacher afin d'attendre que les négociations entre eux et le gouvernement se dénouent en leur faveur et aboutissent à la hausse du pétrole. Ces informations sont confirmées par les pétroliers qui se sont entretenus avec la RPA. Ces derniers font savoir que la pénurie du carburant serait délibérée et serait liée au plan visant à revoir à la hausse le prix du carburant jusqu'à un prix compris entre 3 000 et 3 500 francs burundais le litre. Pour rappel, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Mines avait décidé le 27 janvier de cette année que le prix de l'essence à la pompe passait de 2400 à 2700 francs burundais le litre et celui du diesel de 2350 à 2650 francs burundais le litre. À cette époque, le prix du baril était de 86,5 dollars américains. Au moment où ce prix est actuellement de 111 dollars américains sur le marché international, les pétroliers indiquent que la hausse du prix du carburant est inévitable étant donné qu'il s'approvisionne à un prix exorbitant. Il y a également carence du charbon dans certaines zones de la mairie de Bujumbura. Le prix d'un sac de ce produit a presque doublé depuis environ 2 semaines. Les citadins pensent que c'est lié à la délimitation de la zone interdite au vélo. Le point avec Inès Gakiza. Un sac de charbon qui, il y a plus de 2 semaines, s'achetait à 38 000 francs pour le plus cher, ne peut aujourd'hui s'acheter qu'avec au minimum 50 000 francs burundais. Cette situation inquiète les habitants de certaines zones composant la commune Moura. Pour eux, la rareté de ce produit pourrait aggraver la situation d'une vie déjà chère.
Arrête mon frère, la question du charbon est devenue un casse-tête. Un sac que l'on pouvait avoir pour 35 ou 38 000, on ne peut pas aujourd'hui en avoir qu'avec 50 000 francs. Nous sommes vraiment dépassés. Pour la population, la situation est d'autant plus délicate que les vendeurs de ce produit fixent actuellement des rendez-vous à leurs clients qui voudraient se procurer d'un sac de charbon, des rendez-vous pour la plupart des fois non respectés. Tu peux tenter de t'approvisionner chez les points de vente de charbon, les vendeurs qui sont approvisionnés par des camions, mais on te dit qu'il ne reste qu'un sac à vendre en détail. On te demande alors de revenir pour demain. Tu reviens et on te dit que le camion n'est toujours pas arrivé. Le deuxième ou le troisième jour, tu auras la même réponse. Certains habitants de ces zones estiment que cette situation est une des conséquences directes de la mesure délimitant la zone de travail, surtout pour les vélos. Les vélos ne sont plus autorisés à fournir du charbon. Avec les vélos, on pouvait nouer des amitiés avec des fournisseurs à vélo. Tu lui montrais chez soi et lui demandais de te fournir mensuellement. Avec ces amitiés, tu étais garanti que chaque mois, à une date X, tu auras ton sac de charbon. Il est à signaler que les habitants des zones comme Musaga profitaient beaucoup du charbon servi avec des vélos empruntant la RN7, alors que ceux des zones comme Kanyosha étaient servis grâce aux vélos empruntant la RN3. De part et d'autre, les fournisseurs du charbon sur vélo pouvaient aller jusque dans d'autres zones que Musaga et Kanyosha. Dans un instant, nous parlons des grognes du personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il y a des grognes au sein du personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ces derniers demandent à leur ministère de tutelle de leur restituer des engins qui leur reviennent de droit conformément à la loi. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Pour responsabiliser le personnel en ce qui est de la bonne gestion du patrimoine public, différents ministères, dont celui de l'agriculture et de l'élevage, ont initié un système de location-vente de leurs engins, un système qui avait porté des fruits car les coûts liés aux réparations avaient sensiblement chuté. Malheureusement, le ministère de l'Agriculture a violé ce contrat sans en aviser son personnel. En effet, les agents de terrain disent avoir été stupéfaits en apprenant que les engins qui leur revenaient de droit car passé le délai d'amortissement sont désormais comptabilisés dans le patrimoine de l'État. Certains d'entre nous entretiennent ces motos depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. Et durant tout ce temps, on se débrouillait en tour, que ce soit pour les réparations ou le carburant, et même l'huile de vidange, et j'en passe. Dire que cette moto ne t'appartient plus alors qu'il y en a qui ont acheté des cylindres pour plus de 700 000, c'est aberrant. À part ces motos données à certains cadres du dit ministère, même les moniteurs agricoles n'ont pas été épargnés. Les assistants et les moniteurs agricoles sont dans la même situation que nous. À un certain moment, les vélos sur lesquels ils se déplacent étaient tellement déclassés qu'ils ont changé presque toutes les pièces. Et maintenant, ils leur disent que tout ça fait partie du charroi du ministère. C'est vraiment se moquer d'eux car ils ont dépensé énormément sans aucun appui du dit ministère. Pour rappel, la loi relative à ces amortissements est claire et avait subdivisé ce matériel en 3 catégories, à savoir 3 ans pour les engins légers, 5 ans pour les engins moyens et 7 ans pour les engins lourds. Pour le moment, les agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage demandent d'être remboursés pour toutes les réparations et autres frais d'entretien qu'ils ont déboursés durant plus de 10 ans. Le gouvernement du Burundi a sacrifié la population pour les intérêts d'un petit groupe de dirigeants qui ne se soucient que de leur business. Propos du président de l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie ANR, en sigle. Jérémy Minani réagit après les grognes des cultivateurs de différents coins du pays qui n'ont pas reçu l'engrais de la société FOMI alors qu'ils avaient payé l'argent exigé. Ce politique de l'opposition précise que ces citoyens peuvent saisir la justice pour que le gouvernement les indemnise. Suivez Jérémy Minani, c'est le président de l'ANR.
Il y a deux raisons majeures qu'il faut que les cultivateurs n'arrivent plus à se procurer l'engrais de la famille à temps, et même s'ils parviennent à en avoir un tout petit peu, ils la reçoivent avec un retard, de sorte qu'ils ne sont plus capables de cultiver leur champ. La première raison majeure, c'est que les détenteurs du pouvoir actuel, à commencer par celui qui se dit chef de l'État burundais, et par exemple les chimiers, se sont appropriés des terres cultivables à travers le pays. Ils ont exproprié les populations locales et à leur donnant un tout petit peu d'argent, ils se sont appropriés des terres de l'État, ils ont détruit les forêts, se lancer dans l'agriculture. Lorsqu'il y a l'engrais chimique, l'engrais de la famille, alors le citoyen ordinaire, lui, est servi en dernier. Souvent, il n'en reçoit même plus parce qu'il n'y en a pas qui reste. L'autre raison majeure, c'est que l'engrais de la famille est souvent vendu dans les pays de la sous-région, notamment en République démocratique du Congo, pour se procurer des devises que nous n'avons plus à cause de la crise que ce même régime a sémé dans notre pays. De sorte que le régime que nous avons actuellement au Burundi a sacrifié les intérêts de la population au profit des intérêts d'une petite poignée de personnes qui retiennent notre pays en otage. Alors, ce que nous voyons, c'est un régime qui a complètement abandonné la population, qui ne se soucie plus des problèmes des Burundais. Vous savez que ces cultivateurs ont emprunté de l'argent dans les banques, dans les coopératives communautaires. Il y a même ceux qui ont emprunté de l'argent chez des voisins, des amis, des membres de famille, qui doivent rembourser cet argent. Maintenant, ils n'ont pas cultivé, ils ne seront plus capables de rembourser cet argent. La responsabilité première incombe à l'État. C'est l'État qui doit les indemniser. Ils peuvent saisir les tribunaux administratifs pour traduire l'État en justice et avoir une indemnisation, une compensation adéquate. Dans un instant, nous nous rendons dans les camps des réfugiés burundais. RPA. Je vous le disais dans les titres, les Burundais demandeurs d'asile au camp des réfugiés de Kakuma au Kenya indiquent qu'ils souffrent des maladies diarrhéiques depuis des jours dans la zone de réception. Ces Burundais demandent qu'ils soient rapidement transférés dans le camp proprement dit puisqu'ils viennent de passer 3 mois sous une mauvaise alimentation composée uniquement de sorgho. Les détails avec Eloge Kwizera. Kakuma 3, communément appelé Reception, c'est l'endroit où les demandeurs d'asile au cas des réfugiés de Kakuma sont accueillis. Il y a des grands hangars où logent ces réfugiés dont les demandes sont en cours. Les demandeurs d'asile burundais indiquent qu'ils mènent une vie très difficile car ils tombent souvent malades suite à la mauvaise alimentation. L'un des témoigne. Lorsqu'ils nous donnent à manger, ils nous donnent 2 assiettes de sorgho cuit, l'une à midi et l'autre le soir. Nous mangeons uniquement du sorgho, pas de haricots. Après avoir consommé ces céréales, nous tombons malades, que ce soit les enfants ou adultes. Nous déféquons souvent du sang. Même la bouillie qui nous était fournie avant, actuellement, elle n'est pas servie. Il y a même ceux qui meurent suite à cette mauvaise alimentation. En plus de la mauvaise alimentation, la propriété laisse à désirer car ils ne reçoivent aucun savon. Depuis que je suis arrivé dans son camp, je n'ai jamais reçu un seul savon. Imaginez-vous l'absence de propriété dans cette période où il est très recommandé de se laver régulièrement les mains à cause de la Covid-19. Donc chez nous, on ne peut pas se laver, faire la lessive. C'est triste. Ils demandent la validation de leurs dossiers pour qu'ils soient pris en charge de la même que les autres réfugiés de Soka, de Kakuma. Nous demandons que cette situation change, qu'on nous enregistre rapidement afin de mener une vie normale de tout réfugié de ce camp, ou bien qui nous assiste correctement, surtout dans l'alimentation. La plupart de ces Burundais demandeurs d'asile désignant dans la zone de transit du cas appelé Kakuma 3 sont venus des cas de réfugiés tanzaniens et d'autres du Burundi. Ils sont avec d'autres réfugiés demandeurs d'asile venus d'autres pays. À ce propos, nous avons essayé de joindre le HCR au cadeau Kakuma, mais ils étaient injoignables. Nous avons également essayé de contacter le quartier général du HCR au Kenya, mais les téléphones sonnaient sans que personne ne décroche. Pour clore cette édition, parlons de ces réfugiés burundais du camp d'Orochinga en Ouganda qui indiquent qu'on est en train de les dépouiller de leur portion de terre pour les contraindre à se rapatrier de force.
Ces réfugiés révèlent que la vie dans ce camp est devenue impossible, surtout que même la somme d'argent qu'on leur donne pour survivre est insignifiante. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les réfugiés burundais qui se trouvent dans le cadre de Chinga, ils vivent depuis l'année 2010. Dans ce cas, ils sont répartis en 3 villages. Ces réfugiés indiquent par exemple les portions de terre qu'ils cultivaient pour vivre et que pour le moment, la vie est devenue impossible dans ce cas et d'ajouter qu'ils craignent d'être rapatriés de force. Ces réfugiés témoignent. Les réfugiés burundais ont été privés des terres qu'ils cultivaient. Quand ils ont demandé aux représentants des réfugiés pourquoi on a récupéré ces terres, ils leur ont répondu que personne n'est venu avec la terre cultivable. Quand nous avons soumis la question au plus haut niveau, ils nous ont répondu que ces terres ont été prises pour être distribuées aux Congolais. Mais c'est étonnant car des terres non occupées sont disponibles, mais on ne nous explique pas la vraie raison. D'où nous nous demandons s'ils veulent nous rapatrier de force, comme on l'a fait en Tanzanie. Certains réfugiés burundais auraient déjà quitté le cas de Luchinga pour aller chercher mieux ailleurs. Ceux qui sont dépourvus de ces terres préfèrent quitter le camp. On nous donne 13 000, alors qu'un kilogramme de farine de maïs coûte 1600 francs. Certains réfugiés quittent le camp pour aller au Kenya, les autres dans les camps de Nakivale ou Chaka pour tenter de trouver un régime mieux, car à Oruchinga, la vie est très chère. Ces réfugiés indiquent qu'ils sont fâchés du fait qu'au lieu de résoudre les problèmes, le gouvernement ougandais ne les connaît pas. En date du 27 avril de cette année, le secrétaire permanent au bureau du Premier ministre ougandais Douglas Asimwe a affirmé qu'à la reconnaissance au cas réfugié burundais n'est plus dans le cas de Luchinga. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.